Tranche de couple, les histoires et le monde vitaminé de Guillaume et Max, saison 3. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 6e épisode de la saison 3 de Tranche de couple. Épisode qu'on a choisi d'intituler « Ne nous fâchons pas ». C'est important de ne pas se fâcher. Après, restons courtois il y a quelques semaines, cette fois-ci on s'est dit qu'il ne fallait pas se fâcher. Tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous écouter. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes qui sont diffusés le lundi tous les 15 jours. Et entre-temps, on se retrouve sur notre page Facebook et notre compte Twitter, toujours tranche le chiffre 2, couple au singulier, comme le nom du podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par email sur tranche le chiffre 2, couple au singulier, @gmail.com. Et bien entendu, on vous sera très très reconnaissant si vous pouvez partager cet épisode à vos amis, à votre famille, à ceux qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Ça nous permettra d'augmenter la diffusion de ce podcast. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver sur Facebook ou sur Twitter ou sur YouTube des liens à partager. Et d'accroître notre visibilité et les questions que vous nous poserez. Et on sera toujours ravis de recevoir aussi vos avis et vos commentaires. Toujours. Sur notre contenu. Très constructif. Et même si on ne répond pas immédiatement, c'est toujours pris en compte à plus ou moins long terme. Voilà. Alors, on commence, comme d'habitude, par la rubrique Actu. Et une fois n'est pas coutume, c'est Guillaume qui va commencer. Aujourd'hui, Guillaume, tu vas nous parler de la COP26. Absolument, Max. Je vais vous parler de la COP26 où les dirigeants du monde essaient de ne pas se fâcher sur des questions aussi sensibles que celles liées au changement climatique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la COP ? C'est une conférence des parties, Conference of Parties, d'où son nom en anglais. Les parties étant les pays membres de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements, je dis bien les changements climatiques. Organisées chaque année, elles sont, à quelques exceptions près, de simples conférences pour suivre l'évolution des changements climatiques, leur impact sur chacun des pays membres et pour faire le point sur les mesures prises par chacun des pays membres de la Conference of Parties. Oui, parce que forcément, si tu es une petite île en plein Pacifique, t'as juste pas exactement le même impact tu fais référence à quelque chose en particulier qu'un gros pays. Je te laisserai en parler. Tu fais peut-être référence à cette photo qui a circulé sur les réseaux sociaux, dont je suis navré, je n'ai pas encore vérifié l'authenticité, donc on va vous en parler sans avoir encore vérifié la source, mais on vous voit le Premier ministre du petit pays de Tuvalu, une toute petite île au milieu du Pacifique, qui a fait son speech pour la conférence. Tous les membres de la conférence font un speech les uns après les autres. Lui, il l'a fait depuis les Tuvalu et surtout, il l'a fait les pieds dans l'eau à un endroit qui, il n'y a pas si longtemps que ça était encore accessible hors de l'océan. Donc, pour montrer un peu, ça c'est une image un peu choc. Un vrai impact. Et pour montrer qu'il y avait un vrai impact qui nous paraît très loin pour nous qui sommes dans des pays continentaux, mais qui, sur les pays insulaires, va arriver beaucoup plus vite que chez nous, sachant quand même que, je place ça comme ça, mais on parle de noyer des ports comme Anvers, Le Havre ou Rotterdam à moyen terme si les océans continuent de monter. Je dis ça, je dis rien, restons-en là. Bref. Mais alors, tu disais qu'il y avait des conférences annuelles, un petit peu classiques, et puis quelques conférences qui étaient un petit peu plus de haut niveau ? Tout à fait. Certaines d'entre elles ont pris une ampleur un peu plus importante pour diverses raisons. La plus importante, celle qu'on connaît, je pense à peu près plus ou moins tous dans notre imaginaire ou dans nos souvenirs, c'est celle de Paris en 2015, où les pays membres se sont engagés via le fameux accord de Paris à faire le nécessaire pour maintenir le réchauffement climatique en dessous, bien en dessous pour être précis, ce sont les mots exacts utilisés dans l'accord, des 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. L'idée est donc d'atteindre entre 2050 et 2100 la neutralité carbone planétaire, c'est-à-dire que l'activité humaine ne produise plus davantage de carbone que la planète ne peut en absorber naturellement, notamment via les arbres, les forêts. Il y a du boulot, quoi. Il y a un peu de boulot. On peut tous regarder individuellement ce qu'on fait, mais je crois qu'il y a un boulot global qui est encore plus important. Les rapports successifs du GIEC, dont on vous a parlé dans l'épisode 1 de la présente saison, affirment d'ailleurs que, selon les projections, il faut atteindre cette neutralité d'ici à 2050 pour envisager de rester en dessous des 1,5 degrés de réchauffement, et d'ici 2075-2075 pour rester en dessous des 2 degrés. Ouais, on vous rappelle qu'entre 1,5 et 2 degrés de plus, les conséquences sont majeures. On en a parlé déjà dans cet épisode
allez le réécouter, c'est extrêmement important. Tout à fait. Et donc cette année, nouvelle COP, la 26e du nom, repoussée d'un an à cause de ce que vous savez, elle devrait être en principe un jalon de plus, surtout après le rapport alarmiste dont on vous a parlé à la fin de l'été. Bon, ils le sont tous, en somme, les rapports du GIEC, mais on a de plus en plus un sentiment quand même d'urgence absolue et d'aller dans le mur, comme le disent déjà certains politiques. Et certains activistes, un certain nombre d'experts aussi, sans pour autant, on a toujours un peu de mal à comprendre ce qui va se passer. Alors, pour les pays membres, c'est important de faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Parmi les mesures qui ont été retenues pour cette COP26, l'engagement notamment de 16 pays, dont l'Italie ou les États-Unis, à ne plus financer de projets hors de leurs frontières liés aux énergies fossiles. D'autres pays s'y sont déjà engagés il n'y a pas très longtemps, comme la Corée ou la Chine. Je dis bien hors de leurs frontières. Sur le charbon, la Chine, ou est-ce que c'était sur l'ensemble des énergies fossiles ? Non, sur les énergies fossiles. D'accord. Et par ailleurs, 19 pays, dont la Chine, effectivement, s'engagent à sortir du charbon, mais pour beaucoup, sans préciser de cible globale quant à la date de sortie effective. Oui, parce que si je me souviens bien, dans l'accord de Paris, il y avait des engagements qui ont été pris. Et l'idée, c'était que chaque pays doive rendre compte de la manière dont il a mis en place ses engagements. Et du coup, qu'on puisse faire le point. Notamment, il y avait une question de financement des économies du Sud, en fait, pour les aider. Leur donner plus de temps pour... Elles vont polluer. L'idée, c'est qu'elles polluent pendant plus longtemps parce que... Je schématise, parce que du coup, elles sont aussi dans une période de transition. Elles vont accélérer leur propre transition énergétique et se baser sur la vitesse des pays développés. Mais par contre, elles auront, entre guillemets, le droit de polluer un peu plus longtemps parce que, les pays industriels... c'est nous qui avons pollué quand même. C'est nous qui avons pollué, pays développés qui avons pollué pendant des années. Et voilà. Donc, ça fait partie des choses qui ont été acceptées. Aujourd'hui, ça ne va pas sans créer d'ailleurs des frictions, notamment chez nos amis du gouvernement populiste flamand, n'est-ce pas, dont la ministre de l'Environnement il n'y a pas très longtemps remis en cause. Je parle du ministre de l'Environnement qui, pour la petite histoire, a pris l'avion pour faire un petit séjour pendant la COP à Marabella, au bord de la mer en Espagne. Mais enfin bref, ceci est un détail. Logique. Elle disait donc qu'elle trouvait scandaleux que des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie, qui ont un développement un peu moins en avance, disons, que les pays de l'ouest de l'Europe, soient autorisés à davantage polluer dans l'accord cadre qui existe au niveau de l'Union européenne. C'est encore un autre sujet, c'est en dehors de la COP, mais voilà, on se dit que c'est un peu quand même, il y a encore un peu de mauvaise foi et on ne sait pas trop où se mettre en fait entre l'écologie politique qui paraît être toujours un peu extrémiste et pour moi c'est pas forcément toujours la bonne façon d'aborder les choses. Peut-être que je suis un peu bisounours, mais voilà. Et cette espèce d'anti-écologie populiste qui existe d'un autre côté. Enfin bref, c'est un peu confusant. Mais du coup, il y a des nouveaux accords qui sont prévus ? Ah, tout à fait. Il y a de nouveaux accords effectivement sont prévus, dont un qui était très attendu, c'est sur un accord sur la déforestation, compte tenu du rôle des forêts, et en particulier des forêts primaires sur l'absorption du carbone. Il est malheureusement repoussé sine die à 2030. On espère qu'il n'est effectivement que repoussé, mais bon, ça ne donne pas une très très bonne image. On notera cependant que l'Inde, qui jusqu'à maintenant était restée très très floue sur ses objectifs de neutralité carbone, a donné une date. Il s'agit de 2070. C'est la première fois que l'Inde s'engage sur une date qui est assez lointaine, mais bon, voilà, pour atteindre la neutralité carbone. Voilà, alors finalement, si toutes ces COP se sont souvent terminées, même les plus cruciales, sur des accords que d'aucuns qualifieraient à minima, c'est compliqué, Max, c'est pas toi qui vas nous dire le contraire, de mettre toute une tablée de quasiment 200 pays d'accord. Certains experts s'interrogent, et moi personnellement je m'interroge aussi avec eux, ils se demandent si finalement la meilleure nouvelle pour Glasgow, cette COP26, mais la plus mauvaise pour notre ami Boris Johnson, ne serait pas un échec et pas d'accord pour sortir d'un rythme qui jusqu'à maintenant était confortable, mais finalement peu engageant en vrai et qui n'incitait pas vraiment à faire bouger les choses plus rapidement. Max, tu as... Je dodeline de la tête. Mais c'est voilà, je comprendrais qu'on n'est pas la même... Moi, je suis toujours un peu intéressé par les trucs un peu, un peu rebelles. Oui, bien sûr, mais le truc, c'est que même si je mesure et je suis d'accord que ça n'avance pas comme on le souhaiterait et que c'est compliqué, il faut aussi avoir en tête que le fait de réunir l'ensemble des pays de la planète et que des petits pays, il y a notamment je crois que c'était ministre des Affaires étrangères d'un pays qui a mis les pieds dans le plat et qui a dit vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous avez pas, enfin c'est du name and shame qui est public et mine de rien ces rencontres régulières ça permet quand même de mettre un petit peu de pression pour essayer d'avancer et de faire avancer les choses.
Et on arrive quand même à obtenir quelques petites choses. C'est insuffisant, j'en suis tout à fait d'accord. Et là, je crois aussi que la société civile, elle a un vrai rôle à jouer pour pousser les États à faire mieux. Mais je sais pas, je suis pas sûr que si on rate ou si on fait un complet échec, que ça va être suffisant pour faire un wake-up call et demain on se dit allez on recommence et c'est parti. Tu vois, je sais pas. Voilà, mais bon, sujet complexe. Non, c'est un sujet complexe, c'est sûr. Mais c'est pas nous qui avons la réponse probablement. Mais bon, allez, on a tous aussi le pouvoir de faire changer les choses, soit en interpellant nos politiques, soit aussi dans notre vie quotidienne. Encore une fois, c'est pas nous tout seuls à notre échelle qui allons faire tout bouger, mais on a tous une part de responsabilité quand même dans cette affaire de réchauffement climatique. D'un Boris Johnson à l'autre, Max, dans On décrypte l'Europe, tu veux nous faire le point sur les relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et même entre la France et le Royaume-Uni. Oui, c'est pas simple, Guillaume. C'est pas simple. Ne nous fâchons pas, j'ai dit ne nous fâchons pas. Des sujets complexes. Tu m'étonnes. Alors la situation, ça sent le poisson. Elle reste compliquée sur deux fronts. Alors je vais d'abord aborder le premier, qui est celui de l'Irlande du Nord, avant de passer au deuxième, qui est effectivement celui de la pêche. Alors, le premier concerne effectivement donc l'Irlande du Nord. On l'avait mentionné déjà à plusieurs reprises. L'accord de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne comprenait un protocole relatif à l'Irlande du Nord. C'était nécessaire parce que, vous le savez, l'Union européenne fonctionne grâce à un marché unique qui permet aux marchandises de circuler librement au sein de l'Union européenne sans droit de douane. Donc, l'objectif, c'était de mettre en place des contrôles sur la mer située entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, pour éviter qu'on ait des contrôles à la frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, qui auraient naturellement recréé des tensions. On se souvient de l'accord du Vendredi Saint qui avait permis de calmer des périodes de violence extrêmement fortes. Donc où est-ce qu'on en est ? Eh bien, le Royaume-Uni continue de contester les mesures découlant du protocole sur l'Irlande du Nord. Logique, hein, vu qu'il a été ratifié par le Royaume-Uni. Alors en fait, depuis l'entrée en vigueur du protocole, le gouvernement britannique a systématiquement reporté l'application d'un certain nombre de mesures de contrôle, invoquant notamment le Covid, les risques pour l'économie en Irlande du Nord, etc. Bla bla bla. Alors il continue de faire monter la pression vis-à-vis de Bruxelles, en dénonçant un accord qui serait intenable. On le rappelle, c'est eux qui l'ont négocié et signé. Et il continue de menacer, d'invoquer l'article 16 de ce protocole qui permettrait de suspendre son application, ce qui mécaniquement ferait escalader les tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Alors pour autant, à ce stade, ça reste une menace. Certains disent que le gouvernement britannique ne pouvait pas mettre sa menace à exécution avant la COP26, de crainte que ça ne fasse dérailler cette conférence sur le climat. Lol. Le Royaume-Uni ne semble pas prêt, dans tous les cas, à un compromis, puisque la Commission, elle a fait un geste en proposant début octobre des mesures allégées pour faciliter la mise en œuvre de ce protocole. Donc elle a encore à nouveau fait des pas vers le Royaume-Uni. Mais malgré 3 semaines de discussion entre les officiels de la Commission et ceux du gouvernement britannique, aucune avancée. Donc je le disais, du côté de l'UE, on n'a pas l'intention de se laisser faire, et en rétorsion à une possible invocation de l'article 16, les réflexions sont déjà en cours dans les capitales pour essayer de déterminer quelles seraient les sanctions sectorielles qui pourraient être mises en place. Certains considèrent d'ailleurs que, en rétorsion, l'Union devrait suspendre l'accord de libre-échange au global, qui est en vigueur avec le Royaume-Uni. On a un accord de libre-échange avec eux ? Oui, le trade l'accord de libre-échange. C'est ce qui était issu du Brexit. Exactement. Enfin, vous savez, le Brexit, on a d'abord négocié le départ, y compris avec combien ils nous doivent, et ensuite on a négocié l'accord commercial sur la relation future. Il faudrait qu'on se renseigne, savoir s'ils ont bien payé la facture en temps d'ailleurs. C'est un peu compliqué. Donc, si l'Union européenne suspend l'accord de libre-échange, ça aurait pour effet de remettre automatiquement des tarifs douaniers, et autant dire que ça aurait un sacré coût pour les Britanniques. Ça va chauffer, pour revenir sur un podcast, titre d'un podcast précédent. Mais bon, en fait, tu nous as parlé de 2 sujets. Ça, c'en est un. Il y a encore plus épineux que ça, c'est ça ? Alors, le second sujet, c'est la pêche. Oh, ça me fait penser tout de suite à la femme d'A.G. Canonix non, comment elle s'appelle ? La femme du chef dans Astérix, qui se balade toujours avec un poisson en train de taper les autres. Oh, c'est un peu ça, en fait. Alors, pas étonnant que ce soit la pêche, le deuxième sujet, parce que, vous vous souvenez, c'était le sujet le plus complexe de l'accord sur la relation future avec celui d'Irlande du Nord. Tiens.
Alors, vous l'avez sans doute entendu à la radio, à la télé, il y a une dispute entre la France et le Royaume-Uni, cette fois, concernant la pêche, qui dure depuis plusieurs mois et qui, elle aussi, monte en pression. Alors, on peut se dire que c'est un peu étonnant parce que finalement, la pêche, c'est 0,06% du produit intérieur brut français et 0,1% du produit intérieur brut britannique. Alors, pourquoi est-ce qu'on en arrive là ? C'est comme on est arrivé à toutes les guerres, de la symbolique. Voilà. Alors, en fait, rentrons dans le détail. Le Brexit a mis fin à un accord qui a été signé dans la baie de Granville entre le Royaume-Uni et les gouvernements autonomes des îles de la Manche qui déterminaient les droits de pêche des bateaux français dans les eaux des îles de Jersey et Guernesey. Alors, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, post-Brexit, contenait un arrangement sur la pêche, mais il semblerait visiblement que les interprétations des Français et des Britanniques soient pas exactement alignées. Alors, en fait, c'est parce que l'accord il est un petit peu ambigu. Il dit que les pêcheurs français sont autorisés à continuer à pêcher dans ces eaux s'ils peuvent prouver qu'ils pêchaient dans ces eaux avant, sans spécifier quelle preuve est nécessaire pour prouver qu'ils étaient bien pêcheurs dans ces eaux avant. Alors, le Royaume-Uni, dans l'application de cet accord, demande des preuves de géolocalisation des bateaux, ainsi qu'une preuve des récoltes, des pêches. Et bien sûr, les autorités britanniques reconnaissent que beaucoup des petits bateaux n'ont pas de système GPS, qui rend difficile la possibilité de prouver la géolocalisation. Ils disent aussi que certains bateaux avaient peut-être le droit de pêcher dans ces eaux, mais qu'en réalité, ils n'en ont jamais fait usage et que par conséquent, ils ne devraient pas être autorisés à le faire dans le cadre des nouvelles règles. Côté français, on considère que l'accord commercial permet de continuer à pêcher dans les eaux en question, donc une certaine continuité, et que les relevés papier qu'ils avaient devraient être suffisants. Alors au final, la France dénonce le fait que seulement 90% des licences de pêche pour les eaux de Jersey et Guernesey ont été accordées. Alors ça veut dire que finalement, 55 bateaux sont en attente d'un permis et 49 ont un permis temporaire valable seulement jusqu'en janvier 2022. Alors ça ne fait pas beaucoup en nombre, mais vous le savez, il y a des familles qui dépendent de la pêche. Et donc si leurs bateaux ne peuvent pas aller pêcher, il y a des vrais soucis. Et puis, par ailleurs, les Français considèrent que c'est un petit peu un test de la capacité de l'Union européenne à défendre ce qui a été acquis dans l'accord commercial entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et que ceci créerait un dangereux précédent pour de futures disputes si on lâchait sur ce point. L'enjeu, il est bien sûr aussi interne, continuer à montrer aux eurosceptiques le coût que représente un divorce avec l'Union. Et Paris pousse donc pour que Bruxelles se mouille dans cette histoire. Oh, le petit jeu de mots. Dans le même temps, pour forcer les Britanniques à bouger, la France elle-même fait monter la pression avec le président français qui a menacé d'appliquer des mesures de rétaliation, refus pour les bateaux de pêche britanniques de débarquer dans les ports français, hausse des contrôles aux frontières, contrôles sanitaires sur les produits britanniques, hausse des contrôles de sécurité sur les bateaux britanniques et les camions. Et pour l'instant, les discussions continuent sans résultat. Oui, mais la bonne nouvelle quand même, c'est que les discussions continuent, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'était quasiment fini. On avait l'impression qu'on allait arriver à ces mesures qui étaient un premier cran, un cran supplémentaire. Quand même. J'ai un peu l'impression que malheureusement, avec les Britanniques, à moins de leur mettre la pression... Non, j'ai pas dit que c'était mal. Je dis juste que, de fait, pour l'instant, il semblerait que les discussions continuent. Ce qui n'a pas été le cas pendant quelques jours où il n'y a pas eu de discussion. Bon, enfin bref, sur l'Irlande du Nord comme sur la pêche, ce qui est étonnant quand même, c'est de voir que, il me semble, Lord Frost, c'est ça Lord Frost, avec un nom pareil aussi. C'est le même que celui qui a négocié les accords... Pardon, White What ? Oui, alors là, donc Guillaume était en train de lire la conclusion que je lui avais écrite, et effectivement, le négociateur actuel des accords, et donc enfin celui qui dit qu'il n'est pas d'accord avec les accords, c'est celui qui les a négociés avec Barnier. Tout est clair. Tout est clair. Sous le même gouvernement, par le même Premier ministre. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est juste la métaphore filée de l'ensemble de ma... Mon Dieu, on n'est pas rendu. Allez, on passe au point Belgitude, parce que je crois que l'heure tourne. Eh oui, tout à fait. Mais une fois n'est pas coutume, nous délocalisons notre point Belgitude en France avec une situation ubuesque, toute digne d'un point Belgitude de la plus belle facture. Si je te dis, Max, Vol me range les mines et Odin le tiche, tu me dis allez, hop, 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 on se concentre. What ? Allez, non, toujours pas, Max ? Non ? Perdu un peu là. Bon, à la limite, je peux pas t'en vouloir. C'est deux gares de train qui sont situées sur le territoire français, qui sont en Moselle, mais qui ont cette particularité de faire partie et d'être gérées par les CFL, chemins de fer luxembourgeois. What ?
Eh oui. Et pourquoi est-ce que les gares ont de l'importance alors que normalement elles ont... On s'en fiche un peu des gares, quoi. Ouais, on les connaît pas trop. Et comment se fait-il qu'elles se retrouvent au cœur de l'actualité? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont été les victimes collatérales d'un malentendu. Enfin, c'est ce que rapporte France Bleu, en tout cas, entre les chemins de fer luxembourgeois et EDF. EDF qui a donc coupé le courant. C'est ballot quand même pour une gare. Ah oui, ouais. Et surtout qu'en tant que simple client, les CFL sont de simples clients d'EDF. Il a fallu donc passer par le numéro du service client d'EDF pour essayer de résoudre la situation. Quand ils se sont rendus compte qu'il y avait un souci sur le paiement des factures. Ah bah oui, mais... Mais sauf que ce numéro, il n'est pas joignable depuis un téléphone étranger. Logique. Logique. Et donc, UBS, qu'on vous dit. Et au final, c'est un employé français qui a appelé EDF avec son téléphone français pour régulariser la situation. On ne se lasse pas de ce genre de petites situations cocasses, n'est-ce pas? Vivement la prochaine. Exactement. Allez, on passe à la rubrique Vie de couple et on voulait d'abord vous partager une petite expérience lumineuse que nous avons vécue hier puisque nous avons enfin, le dernier jour, été visiter la manifestation... Le Festival des Lumières de Bruxelles. Le Festival des Lumières Lyon n'a qu'à bien se tenir. Bruxelles a son Festival des Lumières. Exactement. Donc en fait, il y a plusieurs endroits dans Bruxelles qui ont été illuminés, à la fois des jardins, des bâtiments et des parcs. Et c'était un parcours très sympathique. On vous mettra sur nos réseaux sociaux quelques images. J'ai même fait une vidéo du son et lumière sur le Palais Royal, qui était vraiment très très chouette. Et voilà, on voulait vous partager ça parce que on a fait ça à vélo, une expérience. Ça fait 6 ans qu'on habite à Bruxelles et c'est la première fois qu'on participait à ce festival. Enfin, ouais, voilà. Il y avait une douzaine d'endroits en fait différents où ils avaient fait des interventions lumineuses plus ou moins grosses. Et c'est un festival un peu spécial parce qu'il a été décalé lui aussi à cause de ce que vous savez, décidément. Et ils ont donc fait une édition spéciale, ils appellent ça une édition spéciale, ça avait de la gueule, hein, c'était sympa quand même. Puis il y avait un monde aussi, il y avait un monde assez fou, et j'ai lu cet après-midi qu'ils avaient eu 500 000 visiteurs juste pour ce festival sur les 7 jours que ça a duré. Donc une bonne idée de sortie si vous revenez à Bruxelles, normalement c'est au mois de février. Peut-être si on y pense, on vous en reparlera dans un prochain podcast. Si vous voulez venir passer un week-end ici, faites-nous signe. Hein, et si ça vous intéresse de voir des photos, vous pouvez aussi aller sur le site bright.brussels en anglais et vous aurez des photos des différentes expositions. Il y avait une quinzaine d'installations qui étaient mis en place. Et en tout cas, Lyon n'a qu'à bien se tenir effectivement parce que, on peut le dire, il y avait beaucoup de monde. Et on a passé une très bonne soirée du coup, une petite sortie tous les deux, c'était sympa comme tout. Et je crois qu'on a été la seule journée la seule soirée où il ne pleuvait pas, ce qui n'était pas désagréable non plus. Tout à fait. Revenir sec à la maison, c'est quand même top. On se rend pas compte, hein, mais enfin bref. Du coup, ne nous fâchons pas non plus entre nous. Alors, déjà, on voudrait vous parler de WeBloom. Max, tu veux nous parler un peu de WeBloom rapidement parce que du coup, c'est un peu notre inspiration aussi pour ce podcast. Oui, alors on fait une petite référence à WeBloom. On aura l'occasion de vous en reparler. Peut-être qu'on en fera une rubrique ou peut-être qu'on fera une petite interview avec Claire et Anthony. Mais WeBloom, c'est effectivement un service qui a été lancé par 2 amis, Claire et Anthony, pour accompagner les couples dans la préparation du mariage ou dans la réflexion sur comment structurer une vie de couple dans la durée. Et donc, ils ont une super newsletter qui paraît le mercredi. Et sur les conseils de Claire, je nous ai abonné pour que nous puissions utiliser quelques-uns des sujets qu'ils mettent dans leur newsletter pour venir nourrir cette partie alimenter vie de couple. notre partie vie de couple, parce que c'est vrai parfois on réfléchit un peu, on a peur de tourner en rond, de vous parler toujours des mêmes choses, donc on est et puis parfois on parle de la notre routine ou des petites choses qu'on a faites sans rentrer nécessairement dans le fond de la manière dont on perçoit ou dans la manière dont on vit notre vie de couple, dans les relations humaines, puisque c'est ça aussi qui est parfois un peu compliqué. Absolument. Et donc du coup, comme on a dit qu'aujourd'hui on ne se fâchait pas, on a repris le thème de la dernière newsletter qui est en fait la critique dans le couple.
assumer la pas toujours critique, évident, finalement, quand c'est même. pas toujours facile d'assumer la critique dans le couple. Et on a tous vécu des moments un peu, parfois un peu bizarres ou un peu de tension, n'est-ce pas? Où l'un fait une petite critique à l'autre. Alors nous, vous le savez, si vous nous suivez Ah, depuis nous, un certain on temps. se rentre dedans. Non, mais on nous, assume. déjà, on a tendance à être un peu. On se lance des pics. Ça fait partie aussi de ça. On se fait des petits trucs. Mais c'est pas forcément de la critique méchante. C'est plus une petite remarque. Mais parfois, il se peut. Et moi, Parfois, j'en ça ai touche conscience un aussi. petit peu. Parfois, ça touche un peu plus. C'est pas superficiel. Ça touche un peu plus. On se rend pas forcément compte. Je ne me rends pas forcément compte. Et je peux lancer une critique qui va être un peu plus blessante. Bon, faut dire qu'en général, on est assez expressif. Hein, donc, c'est ça. On n'est pas du genre à laisser tomber, à cacher les choses sous le tapis. Ça va vite se voir, soit sur mon visage ou mon expression. Parfois, je vais même. Ou la mienne, on va aller bouder. Voilà. Ça nous est arrivé d'aller bouder. Mais c'est l'avantage d'avoir une grande maison aussi. Exactement. Maintenant, on peut bouder assez loin. Alors, après, on s'est mis d'accord sur une chose avec Guillaume, c'est qu'on essayait de ne pas s'endormir fâché. Tout à fait. Et ça, c'est un bon conseil. Parce que je crois qu'il y a eu une fois où on s'est pris la tête et on a mal dormi tous les deux. Et on n'aime pas mal dormir, ni l'un ni l'autre. Non. Donc, on préfère se faire des câlins. Une première suggestion de notre part, c'est de ne jamais s'endormir fâché. Je crois que c'est important. Toujours, deuxième suggestion, comme je le disais, ne pas cacher sous le tapis les choses qu'on aurait besoin de se dire. Troisième suggestion, faire attention à la manière dont on dit les choses, parce que juste la manière d'exprimer la critique, elle va forcément avoir un impact sur la manière dont elle va être reçue. Et donc, il y a différentes manières de dire « Ah, tiens, t'aurais pu être un peu plus gentil avec moi » ou tu vois, genre soit sur le ton de l'humour ou alors... L'exemple qu'il donne dans la newsletter, c'est « Ah, par contre, tu as beaucoup parlé ce soir, c'était pas facile d'en placer une. D'ailleurs, j'ai été obligé de t'interrompre plusieurs fois. » C'est pas super fin, effectivement. Voilà. C'est pas... Mais après, voilà... Parfois, dans le flow de l'action, n'est-ce pas, on se rend pas forcément compte. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à respecter cette troisième idée de ne pas déjà lancer la pique, effectivement, après, il y a toute la partie, les suggestions 1 et 2 qui sont valables. Voilà. Et alors, si ces questions vous intéressent, parce qu'en fait, vous vous êtes jamais vraiment posé la question dans votre couple, comment éviter de vous prendre la tête ou comment simplement et le premier qui me répond de ne pas se mettre en couple, je lui réponds lâche. N'hésitez pas aussi à aller voir le site donc, de WeBloom. On vous dit qu'on reviendra sur le sujet, mais ils ont un chouette parcours et donc vous pouvez aller voir leur site pour en savoir un peu plus. Tout à fait. Merci Max. Voilà, et comme l'heure tourne, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie vie de couple et on va simplement clore cet épisode avec la partie découverte. Guillaume, aujourd'hui, tu nous parles de culture, comme d'hab, et de musique. Tout à fait, ne nous fâchons pas non plus avec nos chères têtes blondes, n'est-ce pas ? Sortons-les, surtout que c'est les vacances de Toussaint. Alors là, c'est un peu fini. Vous avez encore les vacances de Noël ou les vacances de février, de carnaval, de printemps, enfin comme de Pâques, peu importe. Il y a les mercredis, les samedis et les dimanches. Je voulais vous parler de la musique pour toutes, tous et surtout les plus jeunes. Coup de projecteur cette semaine sur la Philharmonie des enfants, fraîchement ouverte dans les locaux de la Philharmonie de Paris, porte de Pantin dans le 19e arrondissement. Tu dois savoir, parce que tu y as travaillé. Absolument, tout à fait. Ce nouvel espace de 1000 m² est dédié aux 4-10 ans et leur permet, au travers de 30 activités liées au monde et à la découverte de la musique, de compléter une offre déjà riche de propositions ponctuelles pour les plus jeunes à la Philharmonie, d'ateliers, de concerts, etc. Et donc moi, j'ai pas le droit d'y aller. C'est que pour les 4-10 ans. Alors, en fait, toi, tu peux y aller, mais par contre, faut que j'amène un bambin. Une des conditions pour pouvoir rentrer dans l'espace, c'est de venir avec un bambin. Si vous imaginez qu'avec vos 20, 30, 40, 50 ans, vous allez pouvoir vous pointer comme une fleur et rentrer dans l'espace, non, il faut une caution. Je vais emmener mes filles, c'est pas un problème. Absolument, oui, moi je t'en piquerai une pour pouvoir emmener. La mienne, elle est un peu trop jeune encore pour que je puisse l'emmener, donc... Mais voilà, donc vous pourrez alors tester la forêt des sons, des machines sonores, un espace en scène, des voix par milliers et par ici la musique. Nos chères têtes blondes peuvent donc s'improviser tour à tour violonistes, trompettistes, chanteurs ou encore chefs d'orchestre en dirigeant même un orchestre grandeur nature mais virtuel. Top, hein. Si la musique classique est évidemment une part importante, il est bien ici question de faire le tour de toutes les musiques européennes ou ailleurs autour du monde.
Et l'idée, c'est bien que les enfants puissent y vivre leur propre expérience, sans intervention ou médiation d'un adulte, en mode « c'est moi qui l'ai fait ». En fait, c'est un peu comme le principe de la Cité des Sciences, quoi. C'est ça, c'est la Cité des Sciences. C'est d'ailleurs de l'autre côté du canal, Adapté de à l'Ourcq, la musique. adapté à la musique. Génial. Alors voilà une idée de balade pour vos enfants, neveux, nièces, petits-fils ou petites-filles, enfants d'amis ou toute autre version. Et comme je le disais, il vous faut effectivement d'ailleurs cette caution courte sur pattes pour pouvoir rentrer et profiter aussi découvrir cet environnement et créer des vocations qui formeront les artistes de demain. Même si, faute de temps et d'enfants, on n'y est pas allé en vrai pour l'instant, on fera tout ce qu'il faut, nous, en tout cas, pour corriger ça au plus vite, parce que vraiment, les premières informations sont dithyrambiques et ça a vraiment l'air d'être un très chouette espace. Donc, courez-y si vous avez l'opportunité. Donc, si tu te pointes avec un bébé, ça ne marchera pas. 4-10 ans, on a dit. Ouais, merde. Après, non, mais j'étais en train de penser à qui on pouvait... tu vois, non, je pensais, oublie. Non. Ouais, ok. Non. Bon, merci Guillaume, et c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que cet épisode vous a plu. On a pris beaucoup de plaisir, nous, à le préparer. Exactement. C'était un peu ardu, on n'est pas sûr d'y arriver, mais en tout cas, on y est arrivé, on est dans les temps. Si ce podcast vous plaît, donc faites-le découvrir autour de vous. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à nous mettre une note sur Apple Podcast, un like sur YouTube ou un pouce bleu sur Facebook. Ce podcast est diffusé le lundi tous les 15 jours et pour les plus pressés, même le dimanche soir, en avant-première. Alors d'ici au prochain épisode, portez-vous bien, gros bisous. Et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.